Je vais commencer par vous expliquer un petit peu notre grand point commun à femmes et hommes. On a tous le même point commun, c'est que pendant 9 mois, nous avons été nourris, logés, blanchis par la même femme, c'est-à-dire notre maman. Et pendant 9 mois, dans notre vie, on a été en fusion totale avec ce même amour, que nous soyons filles ou garçons, qui a été notre maman. Et pendant 9 mois, jour et nuit, nous avons été avec elle, nous avons été nourris, nous avons ressenti ses désirs, ses plaisirs, ses peurs, ses craintes, ses envies, tout. Nous avons ressenti notre mère jour et nuit pendant 9 mois, chose qui ne nous arrivera plus jamais dans toute notre vie, et que nous allons vouloir pourtant rechercher jusqu'à notre mort, c'est-à-dire ce plaisir infini de la fusion avec un être cher. Donc nous avons tous ici vécu la même chose, c'est-à-dire à peu près 9 mois dans le ventre du même amour que nous avons tous eu, c'est-à-dire notre maman. Ensuite commence la différence. Soit je suis une fille désirée d'avoir été une fille par ma mère, et à ce moment-là commence ma vie de fille, et je suis heureuse, et je n'ai pas peur de me montrer sur terre parce que je sais que maman m'attendait, papa m'attendait. Papa, c'est après. En premier, c'est maman. C'est maman, d'ailleurs, le bébé, quand il sort, on le met directement sur le ventre de sa mère. Normalement, il prend le sein de sa mère et il se met en relation directe, nourricier avec sa mère, puisque le rôle de la maman, en tout premier, c'est de nourrir et de soigner ce bébé. Mais si, par exemple, elle n'est pas contente de cet enfant qui est né, et qu'elle l'attendait garçon, qu'elle l'attendait brun, qu'elle l'attendait grand, qu'elle l'attendait avec des yeux comme ci, des cheveux comme ça. Vous savez, toutes les femmes, même quand on nous demande, moi qui suis maman, je peux vous dire ça en premier, même quand on m'a demandé alors, tu veux une fille ou un garçon, même si j'ai dit, oh, c'est pareil, l'important c'est qu'il soit en bonne santé, nous avons quand même inconsciemment un petit fantasme qui fait que, on n'osera le dire quelque part à personne, mais quand même on a une petite préférence minus de se dire ah ben quand même j'aimerais bien que mon premier soit j'aimerais bien. Donc finalement dans le ventre le bébé ressent ça. Si ce désir est flagrant, c'est-à-dire qu'on se dit pourvu que j'ai pas un garçon, parce que vraiment j'ai pas envie d'avoir un garçon, parce que dans mon histoire de famille j'ai perdu un frère, les garçons c'était galère, les garçons ils avaient tous les droits, moi j'ai envie d'avoir une fille, etc. Le petit garçon qui est dans le ventre, il va avoir peur de se montrer à sa mère. Il va être timide, il va arriver au monde timide, il va arriver au monde avec une crainte. Et il va se dire, est-ce que je vais être aimé par cette femme qui est maman? Et il va faire tout ce qu'il peut, ce petit garçon, pour être aimé. Et donc notre premier amour, c'est notre mère, mais ce n'est pas nécessaire qu'elle nous aime. C'est-à-dire que normalement, elle devrait nous aimer de ce que j'appelle l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que je sois grand, petit, moche, gros, petit, intelligent, etc., comme une maman cafard aime son bébé cafard, vous voyez? Eh bien, la maman devrait aimer son enfant inconditionnellement. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. La maman aime très souvent son enfant conditionnellement à ses attentes. Et c'est là où on commence à avoir notre première souffrance, c'est-à-dire, vais-je être aimée pour qui je suis, ou vais-je devoir correspondre à ses attentes pour être aimée? Alors là, on arrive, fille-garçon, à quelque chose qui est très différent, c'est que vous, les garçons, vous passez des bras de votre mère, on va dire la bonne mère, entre guillemets, celle que Winnicott a pu définir en étant la bonne mère, c'est-à-dire suffisamment bonne, car la mère parfaite n'existe pas, parce que sinon on ne pourrait pas la dépasser, donc on n'oserait pas être mieux que notre mère, donc on n'arriverait pas à vivre. Donc la mère suffisamment bonne, c'est celle qui est capable de nourrir, de donner du soin à son enfant et de l'aimer à peu près inconditionnellement. Mais le garçon, lui, une fois qu'il passe des bras de sa mère, qui l'aime inconditionnellement, il va passer au bras d'une femme. Donc il va passer d'une femme à une femme. Donc pour lui, il va aller dans des bras de sa mère, du sein de sa mère, au sein de sa femme. Tandis que les filles, non. Les filles, elles vont devoir passer des bras du sein de la mère et devenir elle-même la mère. Donc pour la femme, c'est très très complexe, puisqu'elle ne va pas pouvoir trouver en son homme sa mère. Et bien souvent, les couples qui viennent me voir me disent « mais je ne suis pas sa mère ». Vous comprenez, elle me demande des trucs, mais je ne suis pas sa mère. Je lui dis toujours « je ne suis pas ta mère ». Oui, nos maris ne sont pas nos mères, nos hommes ne sont pas nos mères. Alors que nous,
Nous pouvons jouer, vous avez vu tout à l'heure dans le film, il y a eu un passage intéressant, quand on a demandé à l'homme, et comment vous faites pour vous empêcher d'éjaculer au moment où c'est très très fort, il a dit, je pense à ma mère, et pouf, ça me coupe directement. Vous imaginez? Ça veut dire en fait, comme je ne peux pas transférer sur ma mère, je ne peux pas, entre guillemets, faire l'amour à ma mère, eh bien, évidemment, je vais aller vers une femme. Sinon, comme le premier amour de tout garçon et de toute fille, c'est la mère, le rôle de la mère et le rôle du père surtout, c'est de casser la dyade mère-nourrisson pour pouvoir dire à la fille ou au garçon, non, 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 cette femme, c'est ma femme. Et toi, tu vas devoir te projeter sur une femme aussi bien que ta maman, mais pas Sandrine, parce que Sandrine, c'est ma femme. Et donc, du coup, les choses sont remises en place, et la personne sait très bien, l'enfant ou la fille, c'est que j'adore mon papa, mais je ne pourrais pas l'épouser, parce que c'est le mari de ma maman qui s'appelle Sandrine. Et la fille va dire, et le garçon va dire, j'adore ma maman, mais je ne peux pas l'épouser parce que c'est la femme de mon papa, un tel. Donc ça, c'est ce qui devrait se passer dans le meilleur des mondes, et dans un monde où les gens viennent voir un thérapeute comme moi, c'est-à-dire pour comprendre un petit peu d'où ils sont issus et pourquoi ils sont si, on va dire, malheureux. C'est-à-dire, ils ont tout pour être heureux, mais finalement, ils n'ont pas le bonheur. Parce qu'avant de jouir, avant d'avoir du plaisir, il faut d'abord comprendre pourquoi on ne peut pas avoir ce plaisir. Qu'est-ce qui nous empêche, à nous, tout être humain, de pouvoir véritablement ressentir ce plaisir? Mais si je n'ai pas été désirée, si je n'ai pas été aimée inconditionnellement, et si je demande à mon partenaire de le faire à la place de ma mère ou à la place de mon père, jamais je pourrai être heureuse. Parce qu'en définitive, il n'est pas là pour ça. Donc si je n'ai pas eu une bonne mère et un bon père, entre guillemets, comme je le disais tout à l'heure, je ne vais jamais pouvoir demander cela à un tiers. Il va falloir que je fasse le deuil de la bonne mère et du bon père, que je devienne la bonne personne pour m'aimer, c'est-à-dire je n'ai pas été aimée comme il se doit, mais je vais m'aimer comme il se doit, pour pouvoir ensuite rencontrer une personne à qui je ne vais pas faire supporter mes frustrations, mes rancunes, mes rancœurs, mon agressivité, mes peurs, mes craintes, mais simplement pouvoir partager avec lui et avec elle la vie en étant tous les deux sur un même stade de fonctionnement, c'est-à-dire en harmonie. Donc j'ai commencé à écrire des livres, puisque je pense que tout bon thérapeute ne se satisfait pas de son cabinet, c'est-à-dire recevoir 8 patients par jour pendant toute une vie, finalement c'est pas beaucoup de monde. Et je pense qu'on a un travail beaucoup plus éthique et altruiste en permettant à des milliers et des milliers de personnes de pouvoir se comprendre sans nécessairement avoir le courage, le temps, l'argent, l'envie de suivre une thérapie. Alors que je pense que ça serait évident pour tout le monde a besoin de faire un ménage intérieur, donc si ce n'est en consultant, au moins en lisant, parce que la lecture, ça fait quand même ça apporte beaucoup. Donc je me suis dit, je vais écrire des livres. Donc le premier livre que j'ai écrit, c'était en 2002, c'est un livre donc, qui permettait aux enfants, à travers l'art-thérapie, car je suis aussi art-thérapeute, c'est-à-dire que je permets aux enfants et aux adultes de pouvoir, à travers la musique, la peinture et l'écriture, exprimer les émotions qui sont refoulées, et en les mettant avec le papier, la musique, la peinture, l'écriture, en les mettant sur la feuille, de pouvoir extérioriser donc ces problèmes. Et donc Charlotte Rampling était ma marraine, et on a véhiculé comme ça dans toute la France, et on a vu 7000 enfants dans les écoles, ce qui leur a permis de pouvoir exprimer leur mal-être, là où j'ai commencé à comprendre énormément de choses sur les enfants, qui se plaignaient, qui disaient ma maman elle m'a fait ci, mon papa il m'a fait ça, je me suis sauvée, j'ai fait des fugues, j'aime pas rentrer à la maison, etc. Je me suis dit vraiment il y a un vrai problème avec la parentalité et je vais m'intéresser donc maintenant aux adultes. Donc j'ai écrit un deuxième bouquin qui s'appelle, alors le premier bouquin tient bon intérêt, il est en rupture de stock. Donc j'en ai encore, pour ceux qui veulent, il y a un livre et un disque à l'intérieur, et ça permet à tous les enfants de pouvoir, en écoutant le disque, c'est Charlotte Rampling qui raconte les histoires que j'ai inventées sur les 5 saisons, il y a des musiques, il y a des peintures, et l'enfant écoute l'histoire racontée par Charlotte Rampling, écrit celle qu'il a envie de raconter en écoutant de la musique et en regardant un tableau, et ensuite il y avait un concours qui était organisé, et les enfants de toute la France se sont rencontrés, c'était extraordinaire. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon corps me dit, qui est celui-là. Et là, c'est pour expliquer un petit peu comment notre corps nous montre
qu'il a mal quand on ne l'écoute pas. Car vous savez, je suis spécialiste dans l'évacuation des traumatismes, c'est-à-dire que quand j'ai mal quelque part, ça veut dire que mon corps me parle. Qu'est-ce qu'il me dit, mon corps? Il me dit ouille, aïe. Et si je lui donne des médicaments en répétition, je lui dis tais-toi, tu m'embêtes, mais lui, finalement, il va me refaire mal ailleurs pour me dire mais écoute-moi, j'ai un truc à te dire. Ça sert à rien que tu ailles travailler, tu as mal au ventre. Quand tu vas travailler et que tu as mal au ventre, ça veut dire que tu ne peux plus aller dans ce travail. Si tu rentres chez toi et que tu as envie de vomir, ça veut dire que tu as un problème en rentrant à la maison, tu as quelque chose à sortir. Si tu as mal au dos, ça veut dire que tu en as plein de dos. Qu'est-ce qui fait que tu en as plein de dos? Donc ce livre explique tous ces petits témoins lumineux qu'il nous met en place et qui nous permet, à nous, de pouvoir se dire tiens, arrête-toi, écoute ton corps et passe à l'action, change de voie. Bon, ce livre, il a vraiment très très bien marché. Et du coup, je me suis dit, puisque ça fonctionne bien, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, je vais continuer d'écrire, puisque j'ai eu beaucoup de sollicitations me disant vous écrivez simple, c'est facile à comprendre, c'est pas un langage rébarbatif, on se sent pas mal quand on vous lit. Et ça, c'est important, c'est-à-dire quelque chose de vulgarisé pour tout le monde, que tout le monde puisse prendre un livre et se dire je comprends ce qu'elle raconte. C'est pas à un niveau trop important en se disant qu'est-ce qu'elle veut me raconter par là, c'est trop technique. Non, c'est simple. Simple pour que vous puissiez trouver un apaisement. Ensuite, donc, j'ai écrit l'année dernière « Je suis timide et je m'en sers ». Et ça, c'était beaucoup plus lié justement à la naissance et avec le traumatisme de la naissance. Si on a été un enfant désiré, non désiré, est-ce qu'on arrive timide ou non à la vie? Et puis ensuite, est-ce qu'on peut devenir timide avec un incident ou un accident traumatique qui fait qu'on a une perte de repère subitement dans notre vie et on devient timide? À l'école, avec la naissance d'un frère et d'une sœur, avec le divorce d'un parent, avec un deuil, avec des tas de choses. Et donc, je donne des clés, des outils, des moyens pour pouvoir soit se servir de sa timidité pour exister et pour pouvoir être vraiment soi-même, soit pour pouvoir enlever cette timidité si vraiment on est vraiment trop gêné par le fait d'être timide. Puis ensuite, je me suis dit maintenant, je vais travailler donc sur ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'harmonie à deux. Une fois que j'ai réglé les problèmes, ce que je sais écouter mon corps, que je sais pourquoi je suis timide et ma pudeur d'où elle vient, etc. Et bien maintenant, je vais m'intéresser à l'harmonie et à la recherche du plaisir et du partage dans la vie à deux, parce qu'on n'est pas fait pour être tout seul dans la vie. Donc être deux, c'est compliqué, surtout quand c'est déjà compliqué d'être tout seul. Pardon. Donc aujourd'hui, je suis venue pour vous parler de mon dernier ouvrage, qui s'appelle Histoire d'orgasme, en 26 destins intimes et sans tabou, qui est sorti donc il y a 3 semaines et qui est dans les meilleures ventes à la Fnac. Je suis trop contente, mais ils l'ont mis en rayon livre érotique, alors qu'il n'a rien d'érotique. Bon, comme ça parle d'orgasme, dès qu'en France on parle un petit peu de gros mots, ça fait tout de suite érotique, mais bon, plutôt c'est un livre sur la santé sexuelle, c'est-à-dire la bonne santé sexuelle, comment vivre heureux à deux. Alors, ce livre est composé de 13 destins de femmes. Donc, j'ai vu 2000 patients pour écrire ce livre, donc ça met du temps. Et j'ai travaillé sur les 13 complexités des femmes et 13 complexités d'hommes, qui sont toujours à peu près les mêmes. Et au milieu, c'est l'homme et la femme qui sont tous les deux soignés, qui se rencontrent. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de projection à faire sur l'autre, ni rancœur ni rancune, mais juste se rencontrer et s'aimer. C'est un livre que je vous conseille à tous et à toutes de lire. C'est un très très bon livre. S'il y avait un livre à lire, ce serait celui-ci. Et Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Parce que ce livre, toutes les femmes s'appellent Barbara dans mon livre et tous les hommes s'appellent Stéphane. Et dans toutes les femmes se cache une Barbara et dans tous les hommes se cache un Stéphane. On a tous eu dans notre vie les problématiques que je vais citer dans le livre, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Alors, eh bien, on va se sentir frustré, on va se sentir mal aimé, on va se sentir non validé et non légitimé dans notre place sur Terre. Est-ce que je suis venue après une sœur décédée, après un frère handicapé, avec une jumelle ou un jumeau qui est mort, etc., etc. Pourquoi je suis venue au monde? Pourquoi je suis là finalement? Est-ce que mes parents me voulaient vraiment? Est-ce que je fais un accident? Est-ce que... Eh bien, tant qu'on n'a pas répondu à ces questions-là, on tourne, comme une mouche. Vous savez, une mouche dans la maison qui
se cogne la tête pour sortir par la fenêtre, elle sait qu'il y a la fenêtre, mais elle est fermée, elle y va quand même, ça vous voyez, on fait les mouches. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous ouvre la fenêtre en nous disant vas-y, c'est là-bas l'air, respire, va savoir pourquoi tu es là, pourquoi tu es ici sur Terre et d'où tu viens et quelle est ta mission, ben on n'est pas bien. Et ça prend du temps, parce qu'on ne peut pas être bien quand on a 20 ans, on ne peut pas être bien quand on a 30 ans, on commence à être bien à partir de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'on se dit, j'ai plus rien à prouver, je m'en fous de pourquoi ma mère m'a fait, pourquoi elle m'aime pas, je m'aime, j'existe et je veux être heureux. Et ça met tout un temps de pouvoir se dire, je m'en fiche de mon père et de ma mère, ce qui est important aujourd'hui, c'est la vie que je veux vivre et qui je veux être et qui je veux aimer et qui je veux rencontrer. Mais ça met un temps, parce qu'au début, bien sûr, on est influencé par notre situation familiale, comme je vous disais, puisque notre premier amour, c'est notre mère, et notre deuxième amour, c'est notre père. C'est difficile de rompre avec nos premiers amours. C'est notre première vraie rupture, l'adolescence. Et là, on se dit, tout ce qu'ils m'ont inculqué à travers les lunettes de mes parents, finalement, je m'en fous, je m'en tape. Ils me disent n'importe quoi, moi, je veux voir la vie à ma manière. Mais tout au début, pendant les 12-13 premières années de notre vie, quand notre mère nous dit c'est bien, c'est mal, on n'écoute que, c'est notre modèle. Et le fait de pouvoir être capable de le rejeter pour pouvoir commencer à être nous-mêmes, eh ben, ça prend du temps. Et quelquefois, ça prend toute une vie. Il y a des gens qui viennent me voir, qui ont 60 ans et qui me disent je suis collée à ma mère, je ne suis pas capable de faire, je suis déçue, elle vient de mourir, je suis foutue, etc., etc. Donc se couper le cordon ombilical, c'est vraiment un acte difficile. Donc en fait, en nous, nous avons tous du féminin et du masculin. Nous avons tous une moitié féminine et une moitié masculine. Tous, puisque nous sommes tous issus d'un homme et d'une femme. Le tout serait de le reconnaître, c'est-à-dire, on a tous du masculin, on a tous du féminin. Quand on rencontre quelqu'un d'autre, qui lui aussi a du féminin et du masculin, c'est le reflet miroir de la personnalité de l'autre et de son côté masculin et féminin qui va faire qu'on va faire un. Parce qu'en fait, ici, comme vous êtes tous bons en maths, vous savez qu'en mathématiques, on dit 1 et 1, ça fait 2. Mais en fait, dans la relation à l'autre, c'est pas comme ça. 1 et 1, ça fait 3. Minimum, oui, sinon c'est encore autre chose. Mais c'est quoi? C'est moi, vous, toi, et la relation que nous construisons. Si cette relation est tendue, ben c'est toi, moi et notre relation tendue. Si notre relation est cool, ben c'est toi, moi et notre relation cool. Et en ce moment, toi et moi, ça va pas parce que notre relation, justement, elle n'est pas bonne. Et donc, on n'est pas 2, on est 3, au minimum. Et quand on est 2, c'est qu'on est 2 en conflit, comme ça. On est tellement serré, tellement en conflit, qu'on est 2 l'un contre l'autre, au lieu d'être l'un tout contre l'autre. Donc finalement, l'intérêt, c'est d'être 1 plus 1 égale 3, avec une bonne relation, ou 1 et 1, c'est-à-dire au lit, et c'est-à-dire on est en fusion, et là on retrouve l'effet extraordinaire de l'effet fusionnel qu'on pouvait ressentir dans le ventre de notre maman. C'est-à-dire en sécurité, on lâche prise, on est bien, on est tranquille, on est dans notre jus, on baigne dans le grand bonheur, et là on est un. Donc le grand rêve de chacun, le nirvana, ce qu'on pourrait appeler le 7e ciel, le nirvana, etc., c'est d'être un avec l'autre. Et pour être un avec l'autre, il faut bien accepter que notre côté masculin, notre côté féminin a rencontré le côté masculin et le côté féminin de l'autre pour pouvoir faire un. Toutes nos moitiés se sont retrouvées. Donc si on est d'accord avec cette hypothèse que nous sommes tous faits d'un homme et d'une femme, même si on est homo, il y a quand même une partie masculine, une partie féminine dans chacun d'entre nous, parce qu'aujourd'hui le mariage pour tous fait qu'à Paris, ça prend une grande proportion, etc., donc j'en parle librement. Eh bien oui, on est tous issus d'une partie masculine, d'une partie féminine, et autant l'accepter. Finalement, quand je rencontre quelqu'un, si on est dans nos deux parties féminines et que je me sens bien, on rigole, on s'amuse, on refait le monde, on parle énormément, etc., on va se dire je suis tellement bien avec lui, j'ai une pote, je me sens vraiment tellement bien, c'est d'abord et avant tout mon pote. Pourquoi? Parce que c'est le côté féminin de ce garçon qui fait qu'on est comme avec notre meilleure copine. Le garçon va pouvoir dire ma femme c'est un vrai mec, je me sens super bien avec elle, on part à l'aventure, on va dans les montagnes, on grimpe, elle est hyper dynamique, elle a peur de rien, c'est ce qu'on pourrait appeler le garçon manqué, c'est un garçon manqué, etc. Donc en fait c'est qu'elle assume son côté masculin et ils s'entendent super bien. Et puis le moment où ils sont vraiment bien au lit, c'est quand il n'y a plus masculin-féminin, tout est ensemble et là on est dans le lâcher prise.
Donc ce lâcher-prise, qu'est-ce que c'est, ce fameux lâcher-prise? Ben, il arrive juste pour le lâcher-prise. Alors enlevez votre manteau. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est la capacité que nous avons tous à nous mettre en condition de ne plus contrôler. De ne plus contrôler, de ne plus avoir de pensées parasites. Les pensées parasites, c'est quoi? C'est ça pue, je suis pas bien, j'ai un dossier pour demain, il y a les enfants qui pleurent, il y a le feu chez les voisins. C'est-à-dire être capable de pouvoir prendre nos 5 sens et que nos 5 sens soient complètement comblés absolument de leur initialité. C'est-à-dire, mes oreilles doivent entendre un joli son. Donc pour les hommes, c'est des beaux mots d'amour, pour les femmes, ça peut être de la musique. On ne fonctionne pas tout à fait de la même manière, je vais en parler du fonctionnement masculin-féminin, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous besoin que nos sens soient complètement, habités. C'est-à-dire, ça y est, vous êtes fatigués? C'est l'heure d'aller faire dodo? On arrive. Ça va devenir chaud. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, s'il pense, oh là là, j'ai un contrôle fiscal et tout, c'est une catastrophe, j'ai perdu de l'argent, il n'arrivera pas à avoir envie de faire l'amour. Il ne faut pas penser que, comme dans le film disait, les hommes, ils baiseraient n'importe qui, n'importe quand. C'est pas vrai. Ils sont très très doux aussi et ils ont aussi leur fragilité, leurs problèmes, exactement comme nous. Ça veut dire que les hommes sont des femmes comme les autres et les femmes sont des hommes comme les autres. Donc voilà, en gros, c'est un petit peu ça pour vous dépeindre la personne que je suis. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous capables de pouvoir assumer notre côté féminin et masculin. Et pour moi, c'est sain, comme bonjour, c'est-à-dire qu'on est tous quelque part capables de pouvoir être ensemble à partir du moment où on communique bien et où on retrouve en l'autre notre effet miroir. Donc, si j'entends quelque chose de bon à entendre, une belle musique, un beau son, des mots intéressants, ce que mes oreilles aiment entendre, je l'entends. Mon nez, il a besoin de sentir une bonne odeur. Vous voyez, l'odeur, il y a des gens qui me disent je ne peux plus supporter son odeur. Pourquoi vous voulez divorcer? Parce que je ne peux plus supporter son odeur. Ça, je ne peux rien faire. Je ne peux plus supporter son odeur, c'est indéniable. Quand on ne peut plus supporter chimiquement l'odeur de quelqu'un, même en thérapie, ça n'a pas changé l'odeur, vous voyez. Donc ça, il n'y a plus rien à faire. Donc même s'il se met du parfum, si l'odeur ne convient plus, c'est que vraiment on a viré, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut plus supporter cette odeur. Avoir quelque chose de... Pardon? Ça s'appelle l'avoir envie. Voilà, c'est ça, l'avoir envie, exactement. Oui, parce que c'est ça, c'est exactement ça. Ensuite, j'ai besoin d'un bon goût dans ma bouche, donc le baiser par exemple. Savoir embrasser, savoir profiter d'un baiser. Dans le film, il disait, même embrasser, ça peut me donner un orgasme. C'est vrai. Des baisers extrêmement sensuels, des baisers extrêmement doux, des baisers comme on aime, comme chacun aime être embrassé d'une certaine manière. Si la personne trouve dans le baiser le goût de la choupe à choupe, eh ben, c'est un goût excellent et c'est une manière de pouvoir avoir du plaisir fabuleuse. Ça peut être plus salé, enfin chacun ses goûts. Et ça se parle à deux, on se dit à deux, j'aime comme ci, j'aime comme là, plus doux, plus vite, plus profond, moins profond, avec de la salive, pas de salive. Il faut oser parler à l'autre. C'est ça le plus difficile, c'est qu'on a toujours l'impression que quand on dit les choses à l'autre, on le vexe, ou il va le prendre mal, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours lui dire, je vais te parler, mais c'est pas contre toi, c'est pour moi. Voilà, c'est pas parce que tu sais pas faire. C'est juste parce que j'ai envie d'être claire avec toi et te dire tout ce que j'aime. Et toi aussi, dis-moi tout ce que t'aimes ou tout ce que t'aimes pas. Comme ça, on met des choses claires et puis ça risque de bien fonctionner entre nous. Sinon, on va toujours avoir des idées, des peurs, des hontes, des malentendus qui ne vont pas faire qu'on va pouvoir lâcher prise ensemble. Parce que n'oubliez pas que l'orgasme, c'est avant tout la capacité de lâcher prise pour pouvoir s'envoler. Donc, on en était au sens... visuel. Il faut que ce que je regarde me plaise. On en vient au fantasme. Si, par exemple, j'ai envie de fermer les yeux et d'imaginer que je fais l'amour avec Brad Pitt, par exemple, ou Angelina Jolie, rien ne m'empêche de le faire. C'est un fantasme. La différence entre un fantasme et un rêve, c'est que le rêve, c'est ce que j'ai épousé, le fantasme, c'est ce que j'aurais voulu épouser. C'est la différence. J'ai rêvé cette femme, je l'ai épousée, c'est la femme de ma vie. Je l'aime, on est bien ensemble, etc.
malheureusement, elle a les fesses comme ça, des seins comme ça, elle a une peau comme ci, une peau comme ça, mais je l'aime. En revanche, mon fantasme, c'est François Hollande, par exemple, vous voyez? C'est ça. Ou Nicolas Sarkozy, vous voyez, ça peut être un fantasme, alors que pourtant, c'est pas l'homme de nos rêves, mais ça peut être le fantasme de se dire oh, j'aimerais bien être avec le président de la République. Ça peut être un fantasme comme un autre, vous voyez? Donc la différence entre le fantasme et le rêve, c'est que le fantasme, c'est fait pour... c'est l'utopie, c'est pour fonctionner mentalement et nous exciter, et le rêve, c'est fait pour y accéder. Et ça fait partie de notre mécanisme visuel. Donc, il ne faut jamais demander à l'autre à quoi tu penses quand on fait l'amour, est-ce que tu penses à moi, etc. Non, parce que l'important, c'est que quand il est en vous et quand vous êtes en lui, vous ressentiez cette chaleur et ce plaisir qu'il est là. Mais si lui, à qui tu penses, où t'es, à quoi tu penses, qu'est-ce que tu as dans la tête, tout va bien, laisse. On ne peut pas monter si on est trop dans la tête de l'autre. Ça s'appelle le jardin secret. L'important, c'est d'être en harmonie. Et comment l'être, à la limite, on s'en fiche, c'est chacun dans sa tête. L'important, c'est le résultat, c'est d'arriver à un moment donné où on est tous les deux en train de planer et se dire « Waouh, il n'y a qu'avec toi que je peux ressentir vraiment ce bonheur ». Donc en fait, les 5 sens, je disais, ce qu'on voit, c'est le fantasme, ce qu'on entend, c'est les mots, ce qu'on a dans la bouche, c'est le baiser ou le bon goût de quelque chose d'agréable, et le toucher. Le toucher, c'est la caresse, donc la caresse du corps, donc ce qu'on appelle les préliminaires. Les préliminaires, vous avez vu tout à l'heure dans le film que aussi bien les hommes que les femmes, nous aimons avoir des câlins, des caresses partout, et pas simplement uniquement sur notre sexe, mais qu'on peut très bien avoir un plaisir énorme d'être câliné sur les cheveux, sur le dos, sur une main, sur les coudes, sur les pieds, n'importe où. Il y a des zones, notre corps est empli de zones érogènes, il y a des zones qui nous calment, il y a des zones où on se sent apaisé. Une main qui passe dans les cheveux, ça peut très bien apaiser l'homme ou la femme, et après le mettre dans un état où justement il va pouvoir être conditionné pour lâcher prise. Donc pour ça, il faut bien connaître l'autre et lui dire qu'est-ce que t'aimes, où c'est bon pour toi, etc., etc. Et pas se dire que l'homme n'est intéressé que par la caresse sur son pénis ou que la femme est intéressée que par la caresse sur son sexe. C'est faux. On a des besoins et des envies dans tout notre corps, que ce soit de la tête aux pieds, et c'est à nous de savoir les découvrir chez nous et chez l'autre. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est d'abord de les découvrir en soi. Parce que comme ça, on ne dira pas à l'autre, c'est de ta faute, t'es nul, tu ne sais pas t'y prendre. Non, l'autre, il n'est pas nul, l'autre, il ne nous connaît pas. Donc si nous ne nous connaissons pas, comment pouvons-nous dire à l'autre, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, puisque finalement, on n'a rien fait pour aller vers nous-mêmes. Donc moi, je conseille toujours d'aller se rechercher soi-même. Donc effectivement que la masturbation, c'est hyper important. Et c'est tout à fait naturel, et ça commence très bébé, puisque le premier orgasme de tout enfant, c'est l'orgasme... Qui est-ce qui le sait? Ouais, voilà, c'est l'orgasme premier buccal, donc c'est l'orgasme de la succion. Ça, c'est le premier orgasme de tout enfant, quand il suce sa mère, donc quand il suce le sein de sa mère, il fait... il adore ça, il ronronne quand il suce le sein de sa mère. Donc c'est son premier orgasme. Et le deuxième orgasme de l'enfant, c'est l'orgasme anal. Quand il fait ses selles, si vous avez des jeunes bébés, vous les voyez, ils sont en train, dans leur couche, en train de faire un petit caca, et on voit sur leur visage, ils font et on voit qu'ils sont en train de jouir de faire caca. Donc finalement, quand on entend les hommes dire ma féminité, mon côté féminin, donc c'est mon orgasme anal, etc., oui, c'est vrai. C'est pas les homos qui aiment simplement avoir un rapport agréable dans l'anus, c'est tout le monde. On a tous un plaisir véritable quand on a très envie d'aller aux toilettes et qu'on n'a pas pu et que finalement on y va avec quel soulagement. C'est un vrai plaisir. C'est un orgasme, c'est les premiers orgasmes. Et ensuite, il y a les orgasmes sexuels. Donc vous voyez, on a tous été finalement pareil, et après on a eu des tabous. On s'est mis des tabous parce qu'on nous a dit c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de penser ça. Et on a commencé à travers donc les doigts de nos parents à se dire oulala, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça, ça ne se fait pas, c'est pas l'étiquette de la famille, mon éducation ne le permet pas, etc., etc. Si vous allez dans un parc où il y a des enfants qui jouent au sable, des tout petits, vous verrez qu'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion.
ils ont envie de se prêter leurs jouets, d'aller se faire des bisous, ils sont tout bébés comme ça, ils sont assis, ils prennent la pelle, ils partagent, ils s'amusent, ils ont un gâteau plein de balles, ils le donnent à l'autre, et c'est les nounous ou les mamans ou les papas qui vont dire non, 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 tu touches pas, non, non, c'est pas à toi ça, non, tu lui rends, non, c'est pas bon, non, c'est pas bien. Et c'est seulement là où l'enfant va se dire je ne dois pas fréquenter un tel, un tel, un tel, un tel. Donc la nature de l'homme est bonne, la nature de l'homme, la preuve ça se voit chez le tout petit, est généreuse, altruiste, sans ségrégation, sans sélection, sans racisme, sans antisémitisme, sans rien. Sans rien. Et ensuite, c'est le grand, le père, la mère, qui va commencer à conditionner en disant ça se fait pas, ça se dit pas, avec un tel tu vas pas, ça c'est une fille, ça c'est un garçon, lui il est noir, elle est bleue, elle est les trucs, elle est les trucs. Voilà. Donc en fait, le lâcher prise, c'est revenir à l'enfant que nous étions. C'est-à-dire celui qui ne va plus être dans le contrôle, celui qui ne va plus être dans le il faut ou il faut pas, mais simplement être capable de lâcher avec notre conditionnement pour revenir à l'état brut et naturel de notre côté pur d'enfant. Et souvent, quand vous faites l'amour avec votre partenaire, si vous le regardez bien, et puis c'est incroyable, t'as l'air d'un gosse. La jouissance, vous voyez, les hommes, quand on les voyait jouir tout à l'heure, on aurait dit des gamins. Pourquoi? Parce qu'on est tellement heureux, on a le visage qui perd complètement ses rides, on est complètement dans une autre dimension où on a lâché tout le contrôle, et on devient donc aussi beau que quand on était tout jeune. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez déjà regardé vos partenaires quand vous faites l'amour, comme vous les trouvez beaux à ce moment-là? Ah, vous avez fait l'amour les yeux fermés, vous? Non, je les trouvais beaux tout le temps. Oui. Mais quand on fait l'amour, on les trouve encore plus beaux. On les trouve encore plus beaux parce qu'il y a des traits qui font qu'on lâche. On voit des gens qui sont aigris ou qui sont... on appelle ça à Paris, on dit ah t'as vu ça là, c'est mal baisé. Ça veut dire qu'elle a des traits... Ouais, je sais pas, mais à Paris en tout cas on en a beaucoup. Donc ici j'ai pas trop encore vu. Mais ce sont des gens qui lâchent pas prise, qui sont tout le temps stressés, des femmes qui sont désagréables, agressives. Ce sont des femmes qui, ça fait longtemps qu'elles sont toutes seules ou qu'elles n'ont pas de relation sentimentale, et c'est sûr. On a besoin de ça pour pouvoir être bien, pour pouvoir exprimer naturellement nos émotions. Donc voilà. Maintenant, c'est une question de rythme. Les préliminaires, on a des rythmes différents, les hommes et les femmes. Nous, on a un avantage sur les hommes, c'est qu'on a des orgasmes à répétition. On peut avoir des milliers d'orgasmes dans une seule soirée. Et les hommes, déjà, s'ils en ont 3, 4, 5, ça sera déjà énorme. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les femmes beaucoup de femmes ignorent ce que c'est vraiment l'orgasme et elles confondent le plaisir clitoridien avec l'orgasme. Donc là maintenant je vais un petit peu apprendre aux femmes des choses peut-être que vous ne savez pas et qui vont peut-être aussi permettre aux hommes de comprendre des choses. La nature est bien faite parce qu'on a côté masculin, côté féminin exactement les mêmes choses. Notre clitoris, c'est votre pénis. C'est-à-dire que nous, on a en nous un petit pénis qui s'appelle le clitoris, qui jusqu'au moment où on est capable de pouvoir être dans l'accueil, c'est-à-dire de nous ouvrir et d'aller chercher notre féminin, on se suffit de jouir avec notre petit pénis, c'est-à-dire notre clitoris. On le frotte, il grandit, bien sûr il est plus petit que l'autre, mais il est tout aussi fort et tout aussi puissant, et lui aussi il éjacule. Donc il a une manière de jouir qui est très différente de notre vagin, et au moment, puisqu'en fait quand elle demande à son homme la femme qui est purement clitoridienne, qui va venir me voir en consultation en me disant moi je suis clitoridienne, mais finalement elle dit quoi à son mec? Elle dit j'ai pas besoin de toi. Caresse-moi le clitoris, c'est comme si je me masturbais en mieux, mais finalement j'ai pas besoin de toi puisque ton pénis j'en ai pas besoin. Moi ça me suffit très bien de jouir avec mon clitoris. Là, l'homme justement va me dire vous vous rendez compte, elle n'accepte pas que je la prenne, elle n'aime pas, elle a des vaginites à répétition, elle a mal, elle a peur, etc. Oui. Parce qu'en fait, l'homme, c'est un chasseur, depuis toujours, l'homme est un chasseur, et il part de la maison pour aller ramener à manger à sa famille. Et la femme, même si elle a décidé de faire la même chose, d'aller à la chasse et de ramener ce qu'il faut à la maison,
c'est d'abord et avant tout un être qui est fait pour l'accueil. D'ailleurs, on dit que l'accueil est féminin. La preuve, c'est que nous sommes dans l'accueil avec notre utérus, l'accueil avec notre vagin, l'accueil de la maison, on est dans l'accueil du bébé, etc. Et surtout l'accueil de l'homme. L'homme a besoin de se sentir accueilli. Donc bien sûr, il est cool, il est content, il a accepté de partager son territoire avec le fil des années en disant l'égalité masculin-féminin, oui, les femmes, elles sont aussi intelligentes que les hommes, elles peuvent aller travailler, ramener de l'argent et tout. Oui, mais n'empêche qu'il y aura toujours cette différence, c'est que l'homme, il a un pénis, donc il est là pour combler notre vagin, c'est-à-dire notre accueil. Et si on ne le laisse pas nous combler, ben, il ne se sentira pas homme, il se sentira démuni et il se sentira dépendant. Pourquoi? Parce qu'il dira, je ne te sers à rien finalement. Finalement, à quoi je te sers? Si je ne peux pas te combler, si tu n'as pas envie de moi pour pouvoir qu'on puisse trouver ensemble cette relation de 1, bah, je ne te sers pas à grand-chose. Donc aujourd'hui, on est dans ce sentiment d'hommes qui se sentent très souvent castrés. Ils me disent que leurs femmes sont... Bonsoir, monsieur, dame. Que donc ils sont castrés parce qu'ils ont l'impression que leur femme ne les comprend pas, ne les satisfait pas, qu'elle ne se laisse pas les accueillir, elle ne les laisse pas leur permettre de pouvoir leur apporter ce comblement. Et la femme, qui ne va pas aller chercher sa féminité, donc cette ouverture, cet accueil, va se priver de l'orgasme sacré qu'on va appeler l'orgasme du point G, c'est-à-dire la femme fontaine. Vous avez entendu parler des femmes fontaines ? Alors les femmes fontaines, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Toutes les femmes sont capables d'être fontaines, c'est souvent la question qu'on pose en consultation. Oui, on est toutes capables d'être fontaines. Fontaine, ça veut dire pouvoir lâcher tellement prise que quand on jouit, on va couler 1 litre d'eau et mouiller tout le lit. Et c'est une impression, une sensation pour l'homme qui est extraordinaire, sauf quand ça lui arrive et qu'il ne s'y attend pas, et qu'il pense que sa femme, elle a uriné, il est un peu décontenancé. Mais dès qu'il connaît le système et qu'il comprend ce que c'est et la différence, eh bien, il va se retrouver dans l'ambiance utérine, et il va tout bien comme quand il était dans le ventre de sa mère, dans cette chaleur, et il ne va plus pouvoir s'en passer. Il va vous avoir dans la peau. Et nous, quand on va pouvoir se délivrer en offrant notre fontaine à la personne qu'on aime, on va être les femmes les plus heureuses du monde et on ne pourra plus s'en passer. Alors, pourquoi on n'arrive pas à se lâcher et à délivrer notre fontaine? Parce qu'il faut pouvoir pour cela comprendre que c'est l'homme qui peut nous apporter ça. C'est-à-dire qu'on peut se caresser et avoir du plaisir clitoridien, on peut se caresser et avoir du plaisir vaginal, mais pour avoir cette fontaine, il faut vraiment être dans une fusion tellement forte que là où l'homme va pénétrer, ça va donner un choc tellement important que tout va partir comme ça et on va se demander comment c'est possible d'arriver à un tel bonheur. Ça, c'est la femme fontaine. Donc moi, j'explique dans ce livre, comment on devient une femme fontaine. J'explique comment se caresser, comment ça se passe. Je donne des outils et des moyens pour y arriver. Donc si vous n'avez pas encore été femme fontaine, je vous en prie, faites, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur au monde, je crois. C'est le meilleur des orgasmes que les femmes puissent connaître. Et passer de l'orgasme clitoridien à l'orgasme vaginal pour terminer par l'orgasme du point G, donc la femme fontaine, c'est un marathon, on va dire, qu'on court tranquillement. On ne peut pas le connaître quand on a 20 ans, parce qu'il faut du temps pour aller vers soi. Mais quand ça arrive, c'est extraordinaire, vraiment. C'est comme si on disait comme disait tout à l'heure le film, que la fellation c'est le meilleur orgasme chez l'homme. C'est faux. La fellation c'est un orgasme qui est purement égocentrique, donc c'est de l'homme par rapport à l'homme, sauf qu'il a la sensation que la femme va le caresser et en plus quand il va pouvoir venir dans sa bouche, il se dit ah bah alors là c'est moi. Mais finalement c'est pas du tout un orgasme de fusion, c'est un orgasme de lui par rapport à lui. Le vrai orgasme pour un homme, c'est quand il va pouvoir se rendre compte que sa femme est fontaine et qu'ils vont tous les deux baigner dans ce jus. Et donc c'est le retour, c'est ce que Freud disait, la peur de l'homme c'est de rentrer dans le méandre de la femme, mais une fois qu'il y est bien et qu'il y est invité, il n'a plus envie d'en ressortir, il a envie de mourir d'être là. C'est-à-dire qu'il a envie, il se dit, là, je suis tellement bien que je peux mourir. C'est-à-dire qu'il a tourné, il a bouclé sa boucle. Donc les hommes, dans ce livre, j'explique un petit peu pourquoi c'est difficile de rendre sa femme fontaine. Donc il y a toutes les problématiques que les femmes se posent dans leur tête.
Et on n'est pas dans la tête des hommes quand on est une femme, on n'est pas dans la tête des femmes quand on est un homme. Donc là, ça aide à comprendre ce qui se passe dans les têtes. Parce que moi, mon but, c'est que toutes les femmes ici, qui viennent à ma conférence, deviennent fontaines et que tous les hommes qui sont là puissent se dire que l'orgasme véritable, ils le connaissent avec leur partenaire. Alors, est-ce qu'on peut mélanger plaisir et amour? On peut très bien avoir du plaisir avec quelqu'un que l'on n'aime pas, que l'on soit homme ou femme, et on peut très bien aimer sans avoir aucun plaisir avec la personne avec laquelle on est. On peut très bien aimer quelqu'un avec lequel on a beaucoup d'affection, de tendresse, et pourtant aucun plaisir sexuel. Et puis on peut avoir beaucoup de plaisir sexuel avec quelqu'un que l'on n'aime pas. Et même on dit j'aime pas, mais c'est mon fuck friend. Aux États-Unis, on appelle ça le sex friend. Donc c'est l'ami avec lequel on couche, avec qui c'est bien, mais voilà, on ne va jamais vouloir être avec lui, mais au lit, c'est vraiment extraordinaire. Bien, l'idéal, c'est quand on fait l'amour, donc on a du plaisir avec quelqu'un qu'on aime. Et bien ça, la femme fontaine, justement, elle ne peut pas donner sa fontaine à quelqu'un qu'elle n'aime pas. Elle va pouvoir jouir avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, mais donner sa fontaine, c'est-à-dire être complètement délivrée sans avoir honte, sans avoir peur, sans craindre que l'autre puisse dire qu'est-ce que c'est du pipi, ça sent mauvais, ça sent bon, etc. Mais au contraire, se disent c'est pour toi mon amour, c'est que pour toi que je peux donner ça. Pour l'homme, c'est extraordinaire. Il dit cette femme, je l'ai dans la peau, cette femme, c'est ma femme. Elle m'a donné sa fontaine. Vous vous rendez compte, elle m'a donné sa fontaine. Vous comprenez, c'est plus que la fontaine. Hein. Non, ça veut pas rire, la fontaine. Hein, Jean, je parlais de Jean, de la fontaine. Hein. Et ni fontaine de Noir et pas de Toulouse, hein, ça n'a rien à voir. Bon, voilà. Donc, en fait, n'ayez pas honte de communiquer, car tout commence par une bonne communication, tout commence par une délivrance de nos problématiques que nous traînons depuis notre enfance. Déjà, il faut faire le ménage dans nos intérieurs à tous et à toutes, pour pouvoir ensuite, quand on est tout propre et tout bien dans sa peau, partager avec l'autre le plaisir et le désir d'aller plus loin. Bon, voilà, maintenant je veux bien répondre à des questions s'il y en a dans l'Assemblée générale. Osez, hein, s'il vous plaît. Et oui, à propos de ça, justement, vous montriez le point G avec la femme fontaine. Oui. C'est un rapport des deux. Oui, ça commence par le point G, déjà, parce que alors, le point G, c'est à peu près comme une pièce de 2 euros, comme ça. Et ça se situe à 2 cm en dessous du clitoris à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est la face interne de l'iceberg. Donc c'est juste sous le clitoris. Et ça fait comme un peu une peau d'éléphant, un peu, vous voyez, c'est un peu rêche comme ça. Et quand on appuie sur cette zone, ça gonfle comme une éponge et ça commence à mouiller. Et souvent, quand ça commence à mouiller, ça fait un petit peu un bruit comme une éponge. Et là, la femme, elle a peur, elle se crispe, elle a peur de ce qu'elle va découvrir. Et en général, elle dit non, non, ça va, c'est bien, si, ça va, ça va. Mais c'est justement en osant aller plus loin et en n'ayant pas peur d'aller plus loin et de découvrir ce qui va se passer que là, la fontaine va venir. Et souvent, les femmes me disent ah oui, j'ai eu mon point G, c'est génial et tout, mais après, c'est tellement sensible parce que je sais plus, elle commence à perdre contrôle. Et là, elle a peur de ce qu'elle va découvrir, donc elle arrête. Et il ne faut pas arrêter. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? On peut découvrir qu'on va être tous mouillés, que ça va être génial, et on changera les draps, c'est pas très grave. Et surtout, on ne peut pas faire pipi en même temps que donner sa fontaine. Donc il ne faut pas avoir peur de se dire, souvent les femmes me disent, j'ai peur, j'ai l'impression que je vais uriner. Pas du tout. On ne peut pas. C'est comme l'homme, on ne peut pas éjaculer et en même temps faire pipi, c'est pareil. Nous, c'est pareil. On ne peut pas à la fois jouir et faire pipi. Donc n'ayez pas peur, ce qui coule, c'est pas de l'urine. Donc voilà, après le point G, ce qui vient, c'est la fontaine. Quoi d'autre? D'autres questions? Profitez-en, je suis là pour vous tous, là. Je viens de Paris spécialement, il y a eu un suicide sur la voie, on est resté 3 heures bloqués dans le train. Donc profitez-en. Hein. Je savais que la Bretagne, c'était l'endroit où il y avait pas de suicide. Pas la Bretagne, ici. Mais je ne savais pas que le Cotentin était aussi... Normandie. Oui. Le retard sur la ligne Paris-Cherbourg, ça va être dur. Ah ouais, c'est vrai. Alors, je voudrais que chacun pose une question au moins. Oui. Par rapport, je reviens au bébé. Vous dites que le bébé, bon, il y a un lien fusionnel avec la maman. Et jusqu'à quel âge il est ce lien? Il peut être jusqu'à toute la vie. Voilà. Et à quel moment la maman, elle peut dire
je vais faire une rupture. Eh bien, une bonne maman, c'est une maman qui va être capable de rendre son enfant autonome rapidement, c'est-à-dire à l'âge de l'adolescence. Une maman qui va avoir fait son enfant pour elle, eh bien, elle va avoir beaucoup de mal à se dire. Vous voyez, quand on s'ennuie dans la vie. Hein, je parlais tout à l'heure avec l'adjoint au maire qui me disait, ici dans cette région, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont des enfants à 16 ans, par exemple. Il me disait, à votre avis, pourquoi? Et moi, je me disais, parce que quand on s'ennuie, la déprime fait qu'il faut qu'on compense. Alors, on compense en se disant que je vais jouer la poupée, donc au moins je ne vais pas m'ennuyer, je vais faire un bébé, ça va être rigolo, ça va m'amuser, je vais lui acheter des vêtements, je vais la pousser, je vais la poussette, etc. C'est un projet qui n'a rien à voir avec un projet de couple, qui est le fruit de l'amour. On ne fait pas un enfant comme ça, comme si on achetait un chien ou on achetait une poupée dans un supermarché. Donc une maman qui a fait un enfant pour cette raison-là, jamais elle voudrait couper le cordon ombilical, puisque son enfant il est là pour réparer sa souffrance. Donc c'est l'enfant qui va devoir se prendre en main et en train de se dire, je n'arrive pas à vivre ma vie, je ne suis pas un membre de toi, je ne suis pas le membre prolongateur de toi, maman, je suis là à part entière et je veux couper le cordon ombilical. C'est très difficile, parce que là c'est nous qui allons devoir lui dire, tu restes à ta place de mère, tu m'as éduquée, merci beaucoup maman chérie, je t'aime, machin, mais je coupe, je vis ma vie et je viendrai te voir de temps en temps. Et ça, c'est un travail qu'on fait en thérapie. On ne peut pas le faire tout seul comme ça, parce qu'on se culpabilise beaucoup trop. Quand on sait qu'on a été un enfant là pour réparer une mère qui a tellement souffert, une mère qui a été abusée, violée, que sais-je, il y en a tellement, une mère qui a été abandonnée, une mère qui a vécu des atrocités, etc., on culpabilise de se dire, je vais couper le cordon avec ma mère. Qu'est-ce qu'elle va faire sans moi? Je suis toute sa vie. Donc c'est très très difficile de s'autoriser à le faire tout seul. Mais tant qu'on ne le fait pas, on ne vit pas sa vie, on vit la vie de notre mère. Merci pour cette question. D'autres? Oui? J'ai une question. Vous parlez le projet justement sur le clitoris, donc ça n'arrive pas automatiquement, l'orgasme avec le projet. Ça n'arrive pas automatiquement si on ne va pas fouiller, si on ne va pas chercher. Il y a des femmes qui vont trouver qu'elles ont assez joué avec le clitoris et elles ne vont pas vouloir aller plus loin. La curiosité fait que, vous savez, c'est comme si vous allez au restaurant et puis vous mangez juste une entrée. Et vous dites, moi, une entrée, ça me suffit. Puis il y a celui qui va vouloir le menu total avec l'entrée, le plat, le dessert, le pousse-café, le pousse-pousse-café, etc., etc. C'est une question de gourmandise. Plus on est gourmand, plus on va vouloir aller chercher plus loin. Mais la gourmandise n'est pas un péché. Donc je crois que plus on est gourmand avec soi-même, plus on va aller plus loin avec soi-même, et plus on va arriver à se connaître et à apprécier, faire l'amour pour aller de plus en plus loin vers soi et vers l'autre.